Le retour de l'ancien président Marc Ravaloman à nos pays reste en suspense. 12 heures avant la festivité, il est encore en Afrique du Sud. 26 juin 2014, 54e anniversaire de l'indépendance de Madagascar. 92% des Malgaches vivent toujours dans la pauvreté. Des preuves tangibles confirment la poursuite du trafic de bois de rose. 556 rondins de bois de rose ont été saisis à Foutsmar, dans le district de Mananar Nord hier. Plongée dans une impasse politique et la violence depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye tient un scrutin crucial pour son avenir mercredi. Les Libyens doivent élire leur nouveau parlement. Avec Philips, entrez dans un monde de rire, de frissons, d'émotions, de sensations. Vivez le grand spectacle de la Coupe du Monde avec la série 9000 de Philips, la Smart TV à écran 65 pouces Smart, LED Ultra HD. SIDEF, une garantie de qualité. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. L'ancien président et l'actuel locataire d'Amboïsrouch ont fait un deal. Ils se sont mis d'accord de raffermir leur collaboration afin de relancer l'économie du pays. Marc Ravaloman en a relevé la teneur de la rencontre avec le président Erazonar Mampian en marge de la cérémonie d'investiture de Zuma. Il a envoyé une demande de laisser-passer à l'ambassade de Madagascar en Afrique du Sud pour honorer l'invitation officielle à assister aux festivités de demain. Nadjan Rajansan. Le retour de l'ancien président au pays reste un suspense. 12 heures avant la festivité, il est encore en Afrique du Sud. Ses 2 passeports étant expirés, il ne peut quitter le territoire du pays arc-en-ciel. Les demandes de renouvellement de passeport qu'il a envoyées le 2 mai dernier n'ont pas eu de réponse jusqu'à ce jour. C'est la raison pour laquelle Marc Ravaloman a sollicité un laissez-passer auprès de l'ambassade de Madagascar en Afrique du Sud afin d'honorer l'invitation à assister à la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance de Madagascar. Oui, j'ai reçu l'invitation en bonne et due forme, mais je crois que c'est sur le plan technique et je ne peux pas rentrer aujourd'hui ou bien demain. Mais on ne savait pas si je peux faire quelque chose pour me délivrer cette autorisation. Je ne sais pas. Mais moi, je devais bien de rentrer à Madagascar tout de suite. Lors de son intervention téléphonique, l'ancien président a révélé l'objet de sa rencontre avec l'actuel locataire d'Amboïsrouch. Ces 2 présidents se sont mis d'accord pour se focaliser sur le développement du pays. La garantie, c'est difficile de vous dire la garantie parce que c'était la première fois que nous avons eu l'occasion de discuter. Donc nous allons essayer de travailler ensemble. L'objet de la rencontre entre Marc Ravaloman et Erazonar Mampian est resté confidentiel jusqu'à ce jour. L'invitation officielle de l'ancien président n'est qu'une forme de politesse d'après une source auprès de la présidence. Ce qui est sûr, un deal a été passé suite à la rencontre d'Afrique du Sud il y a près d'un mois. 26 juin 2014, 54e anniversaire de l'indépendance de Madagascar. Comment les Malgaches vivent-ils cela? Le patriotisme existe-t-il encore dans le cœur de chacun? Surtout cette question d'indépendance où des milliers de Malgaches ont perdu la vie lors de l'événement de 1929. Reportage.
L'indépendance de Madagascar a été signée le 26 juin 1960 au palais d'Andafiavaraj. À l'époque, Philbert Tsiranana a représenté Madagascar et le secrétaire d'État français, Jean Foyer, l'ancienne puissance colonisatrice. Plusieurs politiciens et personnalités ont assisté à l'événement. Après la signature, la cérémonie de la proclamation officielle de l'indépendance s'est déroulée l'après-midi à Mahamasn sur le Vatmasn, ou la pierre sacrée. La proclamation en version française a été lue par Jean Foyer et la version malagasy par Philbert Tsiranana. Les étudiants des écoles normales d'Avaradjouf et de Mahamasn ont chanté l'hymne national, Jitan Jazane Malalao, une chanson écrite par les pasteurs Rahadassan et Raharsu Norpère. Les forces armées célébreront également leur 54e anniversaire. Le 26 juin 1960, le colonel Gabriel Ramanantsoa a reçu en leur nom le premier drapeau des forces armées des mains de Philbert Tsiranana. La réception du drapeau a été suivie par le premier défilé des militaires de la Première République. Actuellement, seuls 10% des terres cultivables sont exploitées. 4 républiques, 4 crises politiques et 5 périodes de transition se sont succédées, dont 92% des Malgaches vivent toujours dans la pauvreté. Ce sont les statistiques les plus flagrantes. Depuis les 56 dernières années, la formation nationaliste Uchkav constate que la majorité des Malgaches ne respectent plus le lever de drapeau en raison de la situation actuelle du pays, explique Andrianza Karazona. Le président fondateur du parti MFM, Manandafra Kutinirin, affirme que ce n'est pas le retour de l'indépendance de Madagascar qui est important. Pour les citoyens malgaches, l'indépendance appartient à toute la population malgache et non à une seule personne. C'est pour cela que chaque malgache doit hisser le drapeau. Sur le plan économique, des preuves tangibles confirment la poursuite du trafic de bois de rose. 556 rondins de bois de rose ont été saisis à Futsumar, dans la commune rurale de Manamboult, district de Mananor hier. Le ministre de l'Environnement s'est exprimé dans sa page Facebook qu'il dénoncera d'ici peu les gros bonnets du trafic de bois de rose, les personnalités politiques qui coiffent et couvrent les opérations de blanchiment d'argent à Madagascar. Un comité interministériel a été mis en place lors du Conseil des ministres qui s'est tenu hier. Regardez. Depuis l'investiture officielle du président de la République, 5 mois aujourd'hui, le trafic de bois de rose à Madagascar n'a pas cessé. Pour ce mois de juin, 179 rondins ont été retrouvés 15 juillet dernier. Hier, 556 rondins ont été retrouvés dans la commune de Manamboulti, district de Mananar. Cette saisie a été effectuée suite à une descente de la direction du ministère de l'Environnement dans la région d'Anna-Landsrouf. Ces bois précieux ont été pillés dans la réserve naturelle Nabadvak, Soneranvung. Cette saisie a été confirmée par le ministre de l'Environnement sur son Facebook. Il a entre autres affirmé qu'il divulguera dans peu de temps les noms des responsables. Hier, le Conseil des ministres a décidé qu'un comité ministériel chargé de l'assainissement de la filière bois de rose et bois d'ébène sera mis en place. Ce comité aura pour mission de liquider les stocks de bois de rose, d'établir un mécanisme qui permet d'éliminer toute coupe illicite. L'ancien comité de pilotage sera donc dissous dès la création du dit comité. L'intégration de tous les ministères concernés permettra à ce comité d'agir par le biais des forces de l'ordre. Contrairement à l'ancienne structure dont le rôle a été limité à la consultation et à l'observation. Une bonne nouvelle pour la destination phare de Madagascar, Nouzbé. Le parc national Loukbé, situé au sud-est de l'île de Nouzbé, ouvre ses portes aux touristes dans 4 jours. Le parc Loukbé offre le spectacle extraordinaire d'une rencontre entre terre et mer, entre un univers marin exceptionnel et une forêt luxuriante et spéciale, une des dernières forêts primitives de la région Saint-Brin. Reportage. Le 28 juin prochain, le parc national Loukbé ouvrira ses portes aux touristes. Près de 10 000 visiteurs sont attendus jusqu'à la fin de l'année 2014, 35 000 par an pour l'année suivante jusqu'en 2011. Loukbé était classé réserve naturelle intégrale destinée aux chercheurs jusqu'à ce que Madagascar National Parks décide de le transformer en parc national accessible au public. Un budget total de $500 000 financé par la Banque mondiale a été utilisé pour le financement des infrastructures répondant aux attentes des touristes.
La préservation des espèces vivantes dans la réserve est cependant primordiale, selon le directeur général de Madagascar National Parks. Seulement 10% de la superficie totale de la réserve a été aménagée pour être accessible. Ces recettes journalières permettront au parc d'être autonome financièrement. Néanmoins, elles ne permettent pas le retour sur investissement des dépenses d'infrastructure. C'est le cas de tous les parcs nationaux dans le monde. Aussi, Madagascar National Park s'est-il entré dans un processus de mise en concession de 3 parcelles potentielles dans la zone tampon du parc. Cette action entre également dans le cadre du partenariat avec le secteur privé pour des écologes haut de gamme, offrant une capacité d'hébergement considérable et respectant les normes de qualité en matière d'hébergement et de restauration. Web Ellis, la coupe la plus convoitée dans le monde du rugby, sera de passage à Madagascar au mois de juillet. Ce périple coïncidera avec la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations. Land Rover participera aux différentes tournées effectuées par cette coupe dans le cadre du Trophée Tour 2014 lancé officiellement hier. Regardez. Partant de Londres, le Japon a été le premier pays visité par la Coupe Web Ellis le 24 jusqu'au 26 mai dernier et récemment l'Australie le 19 jusqu'au 20 juin. La tournée se poursuivra à l'île Fidji le samedi 28 juin prochain. Madagascar fera partie des pays où la Coupe Web Ellis fera également un passage. Ce dernier qui collera à la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations. Les équipes qui vont représenter le continent africain seront annoncées après cet événement. Concernant le passage de Web Ellis à Madagascar, Land Rover sera le partenaire officiel du Trophée Tour 2014. Les voitures de cette marque prendront alors en charge les tournées de la Coupe. Le but de la marque Land Rover est de valoriser l'image de Madagascar aux yeux du monde entier. Avec 25 000 employés, les produits de Jaguar Land Rover sont actuellement vendus dans 170 pays. Au sujet du Trophée Tour, en partenariat avec la marque Land Rover, plusieurs pays bénéficieront encore du passage de la Coupe Web Ellis après son passage à Madagascar. Il faudra encore 12 mois avant qu'elle revienne à Londres. Le partenariat de Land Rover avec l'événement Trophée Tour 2014 a été lancé officiellement hier. 50% des enfants moins de 5 ans sont victimes de malnutrition chronique. La spiruline, une algue microscopique très riche en protéines, est un moyen de lutter contre ce fléau. Une dose journalière de 2 à 5 grammes de spiruline suffit pour équilibrer l'apport nutritionnel d'un enfant. Et cette année, la journée mondiale de la nutrition a été marquée par la visite de la ferme de spiruline de Mourndave. Les détails. La ferme de Mourndave est l'un des plus grands sites de production de spiruline en Afrique. Les bassins s'étalent sur 2500 m². Depuis le lancement du projet en 2003, la production s'est accrue progressivement. D'un volume de 250 kg en 2004, la spiruline sèche produite par la ferme de Mourndave a atteint les 5400 kg en 2013. D'après les estimations, 1 m² de superficie permet d'avoir en moyenne 5 grammes de spiruline, une dose nécessaire pour équilibrer l'apport nutritionnel journalier d'un enfant de moins de 5 ans. Depuis 2003, plus de 60 000 personnes ont pu jouir des vertus de la spiruline produite dans la ferme de Mourndave, parmi elles cette mère de famille. D'après ses explications, la spiruline a permis de guérir ses maux d'estomac. Son médecin a prescrit de prendre quotidiennement une cuillerée de spiruline avec de l'eau froide. Elle a ajouté que l'eau chaude atténue les vertus de la spiruline. Très riche en protéines, les médecins encouragent sa consommation. Hormis la lutte contre la malnutrition, cette algue microscopique permet d'augmenter les anticorps. Elle est ainsi recommandée pour les écoliers et les sportifs. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la nutrition, le Premier ministre Kool Roger et sa délégation ont visité la ferme de Mourndave. Place aux actualités internationales. La Libye est plongée dans le chaos depuis 3 ans. Le pays tente aujourd'hui de remettre le Parlement sur les rails en élisant de nouveaux députés. Les électeurs feront leur choix sur un panel de 1600 candidats. Le pays a cruellement besoin d'un gouvernement et d'une assemblée qui fonctionnent. Néanmoins, l'élection n'a pas suscité une forte affluence. Reportage de France 24. Ce mercredi en Libye a été décrété jour férié pour permettre à tous les électeurs de se rendre aux urnes. 1600 bureaux de vote ont ouvert leurs portes
chacun placé sous la surveillance discrète d'une quinzaine de policiers. Un scrutin crucial pour un pays instable, miné par les violences depuis la chute du régime Kadhafi. Le gouvernement intérimaire, tout comme la communauté internationale, espère une vaste mobilisation des électeurs. Le vote à venir est une opportunité historique de définir le futur de la Libye. C'est à vous de prendre une décision, à travers votre participation à cette élection et votre choix du meilleur candidat. Mais ces législatives ne semblent pas passionner les Libyens. En 2012, ils avaient été 2 700 000 à voter pour la première fois de leur histoire. Ils ne sont plus qu'1,5 million aujourd'hui inscrits sur les listes électorales. Pourtant, les attentes sont nombreuses. Les élections sont le seul moyen de faire avancer le pays. Elles sont la seule voie pour la sécurité du pays. Tout citoyen libyen revendique le confort, la sécurité et la stabilité. Les Libyens aspirent à la genèse d'un État dûment construit, à l'image du reste du monde développé. Des Libyens qui espèrent une réelle transition démocratique, qui veulent tourner la page du précédent congrès qu'ils accusent d'avoir accaparé tous les pouvoirs et appuyer des milices islamistes aux dépens de l'armée. Des milices en grande partie à l'origine de l'insécurité qui règne dans le pays. À charge pour le prochain gouvernement de rétablir l'ordre, 3 ans après la chute de Mouammar Kadhafi. Les résultats définitifs du scrutin ne seront pas connus avant la mi-juillet. Et direction Afrique du Sud pour terminer ce journal. Le travail a repris dans les mines de platine en Afrique du Sud. Des milliers de mineurs engagés dans une grève depuis près de 5 mois étaient prêts dès 5 heures du matin à relancer la production après avoir obtenu toutefois une forte augmentation de salaire. Les travailleurs sont apparus sur les sites très motivés. France 24. Ce matin, l'ambiance est détendue. Jamais ces Sud-Africains n'ont été aussi heureux de reprendre le chemin de la mine. Ici, les managers sont là pour souhaiter comme il se doit la bienvenue aux grévistes d'hier. Moment de retrouvailles aussi avec les collègues. Après 5 mois sans salaire et des dettes qui s'accumulent, pour chacun ici, c'est le soulagement. Je suis content de revenir au travail. 5 mois sans travailler, c'est compliqué. On a besoin de manger. Ce matin à Marikana, à l'entrée du site de Lonmin, l'un des principaux producteurs de platine de la région, c'est l'affluence des grands jours. Pour chacun ici, la bataille des salaires est gagnée. Lundi, réuni dans ce stade près de Rustenburg, le syndicat à la tête de la contestation présentait l'accord des 3 principaux producteurs de platine. Une augmentation annuelle de 20% des salaires pendant 3 ans. Ce n'est pas tout à fait la hausse rêvée de 150%, mais qu'importe, ici chacun veut signer. 5 mois de grève, la plus longue de l'histoire du pays, ont coûté cher à l'économie. Pour la première fois depuis 5 ans, la croissance s'est même contractée au premier trimestre. L'Afrique du Sud reste le premier producteur mondial de platine. Restez avec nous tout de suite après l'émission Kulsar présentée par Minsou. Suivez la team mondiale de 2014. Voilà, c'était le journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir.